Alors en manchette aujourd'hui, les manifestants qui occupaient la place Bourget à Joliette ont quitté et les Berthelais devront attendre pour le spectacle de Grégory Charles. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 5 août. Alors nous vous parlions hier des manifestants qui avaient établi un campement à la place Bourget à Joliette ainsi que de la volonté de la Ville de les voir quitter les lieux. Le directeur général de la Ville de Joliette, Gaétan Béchard, avait fait valoir par courriel hier après-midi avoir demandé à la Sûreté du Québec d'intervenir afin qu'il fasse libérer l'endroit. Fin de la citation. Alors, selon la sergente Héloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec, tout le monde a quitté sans intervention de la part de la Sûreté du Québec et aucun constat d'infraction n'a été émis et aucune arrestation effectuée dans ce dossier. Et du côté des manifestants, une de leurs porte-parole, Marianne Labrosse, a confirmé au téléphone que les manifestants ont quitté les lieux ce matin sans intervention des policiers. Alors, ça fait le suivi pour cette histoire dont nous vous avions parlé hier. Cela dit, tel qu'indiqué en manchette, le conseil municipal de Berthier a annoncé le report du spectacle de Grégory Charles prévu en décembre, qui devait être un des points forts des activités culturelles à Berthier en 2020. Alors voici les explications de la mairesse Suzanne Nantel lors de l'enregistrement de Berthierville vous informe. Dans le cadre de la programmation des fêtes publiques organisées par la Ville de Berthierville, était prévu le spectacle de Noël en chœur avec Grégory Charles, le 11 décembre 2020 à l'église Sainte-Geneviève. Considérant les restrictions du gouvernement du Québec pour les rassemblements intérieurs et l'envergure d'un tel projet, les élus municipaux ont décidé de reporter ce spectacle au 10 décembre 2021. Il faudra attendre en 2021 pour entendre M. Grégory Charles. On se déplace maintenant à Saint-Ignace de Loyola, où l'Assemblée du Conseil municipal avait lieu hier soir à l'église du village et le rapport sur l'usage de l'eau potable y a été déposé. Voici à ce sujet-là les explications de la directrice générale de la municipalité, Mme Mélanie Messier. Chaque année, on doit soumettre notre rapport d'eau potable qui soit autorisé par le ministère des Affaires municipales. Notre rapport a été encore une fois approuvé. Par contre, c'est sûr qu'on a encore des petits devoirs à faire, puisqu'il y a certaines normes qu'on adhère. On doit avoir un pourcentage concernant nos moyennes, nos validités de données en haut de 50 %. À ce niveau-là, on a atteint 70 %, donc c'est très bien, c'est même excellent. Cependant, l'indice de fuite, on arrive à 4,1 et on doit être en dessous de 0,3. Donc, à ce niveau-là, il y a des données que nous n'avons pas ou qui sont... On est toujours à la recherche d'informations, à savoir d'où vient l'eau qui nous manque. Est-ce que c'est les débitmètres qui sont mal comptés? Est-ce que c'est les purges? Est-ce que c'est... parce que c'est sûr que quand il y a les inondations, il y a un moment où est-ce qu'on n'a pas eu les lectures. Bref, on est toujours à la recherche d'indices de fuite. C'est pour ça qu'on fait à chaque année, ça va commencer déjà là, de faire l'écoute au bonhomme à eau pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Puis on va faire l'inventaire de tous les compteurs d'eau dans les maisons pour s'assurer qu'il n'y a pas que tout le monde est bien branché, qu'il n'y ait pas personne qui n'est pas branché sur le réseau. Bref, on est toujours à la recherche à ce niveau-là. Puis il va falloir aussi qu'on mette un règlement à jour d'ici le 1er septembre 2021. Alors voilà. Alors, nous aurons d'autres échos du Conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola du mois d'août pour vous au cours des prochains jours. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, eh bien, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 687 décès reliés à la COVID-19. C'est 2 de plus qu'hier. Et la santé publique signale aussi 155 nouveaux cas. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 167 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. C'est 2 de moins que la veille et 19 de ces personnes se retrouvent aux soins intensifs à cause de la COVID-19. C'est une baisse de 2 par rapport à hier. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 562 tests positifs à la COVID-19. C'est 18 tests positifs de plus que la veille. On reste dans le domaine de la santé maintenant. La Fondation québécoise du cancer a lancé cette semaine la version web de son bottin
qui rassemble des ressources en oncologie afin de répondre aux besoins de sa clientèle, et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, car on le sait, malheureusement, le cancer, lui, ne prend jamais de pause. Alors, le bottin, là, il est destiné à l'ensemble de la population et au réseau de la santé. Il répertorie plus de 2200 ressources disponibles à travers la province dans 9 catégories. Ça va des thérapies complémentaires aux prothèses mammaires et capillaires, en passant par les soins palliatifs, l'aide à domicile, le transport, l'entraide et le soutien. Alors, vous pouvez trouver ce bottin de ressources en ligne de la Fondation québécoise du cancer en visitant le www.serviceaupluriel.fqc.qc.ca. Je redonne l'adresse www.serviceaupluriel avec un s.fqc comme Fédération québécoise du cancer.qc.ca. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Pour moi, porter le masque, c'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. C'est en le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect, un visage de solidarité, un visage de changement. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 5 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louise Rivet et France Valois. Alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Luigi Foscini. J'espère que j'ai bien prononcé, n'est pas magané le nom de M. Foscini, Luigi Foscini, ça doit être ça. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Culture maintenant, l'atelier Masque levé sur la dentelle qui a reçu du financement de la part de la MRC d'Autrey sera de passage dans plusieurs municipalités au cours des prochains jours. Vous pourrez voir à l'œuvre la dentelière Véronique Loup, apprendre sur sa technique et discuter avec elle de la confection de masques et de son travail. Ma collègue Danielle Yvon s'est entretenue avec l'artiste dentelière Véronique Loup. Voici un extrait d'émission tiré de leur rencontre. Et avec les gens, vous allez les rencontrer, vous allez présenter votre projet et avoir aussi, on pourrait dire, un feedback, là, avoir des commentaires. Vous voulez vous imprégner de ce que les gens ont vécu et comment ils voient la visualisation, je crois, de ces masques-là. Si on résume un petit peu votre projet, c'est bien ça? En fait, mon idée, c'était de partir de leurs idées pour réaliser le propos que va, comment est-ce que je vais dire? Va générer. Exprimer le masque. Alors, quand j'ai envoyé l'appel de dossier, ma réponse, j'ai choisi au début une municipalité. Puis après ça, je me suis dit, parce qu'on pouvait en prendre autant qu'on voulait. Je me dis, si j'en prends 2, je vais pouvoir vivre la différence entre une municipalité, donc des gens que je vais rencontrer, et une autre municipalité, des gens que je vais rencontrer. Ce ne sera pas les mêmes idées, puis ça va m'enrichir. Oui. Puis, ça a l'air que le comité a choisi à l'unanimité mon projet. Fait que là, j'ai beaucoup de travail à faire, beaucoup de municipalités à rencontrer. Et ça va être encore plus intéressant. Et en fait, ce que je leur demande, c'est à partir de ce que je vais leur présenter, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir sans l'avoir vu, comment j'ai fait mes masques, etc. Et en général, même les gens, si je n'explique pas
si je ne montre pas des photos du travail que je fais, quand on dit le mot dentelle, on a dentelle traditionnelle dans la tête. Ouais. Donc, il y a vraiment un travail de rencontre à faire. Ce que je veux leur demander, c'est qu'est-ce qu'ils auraient à me proposer comme thème, qu'est-ce qu'ils ont vécu peut-être. Puis après ça, on va aussi penser comment on va pouvoir intégrer quoi, l'œuvre? Ben, l'exprimer dans l'œuvre. OK. Fait que des fois, ça prend juste un mot, ça prend pas grand-chose. Puis je vais être là pour faire de la conversation et synthétiser en fait ce qu'ils pensent par rapport à mon travail. Donc, ça va être des très, très belles rencontres. Alors, voici maintenant la programmation à jour pour les ateliers à propos de la dentellerie là, dont on vient de parler. Et notez qu'il y a un changement de lieu pour Saint-Cuthbert. Alors, d'abord, à Saint-Ignace-de-Loyola, c'est demain, jeudi, le 6 août, de 18h30 à 19h30. Ça se passe au sous-sol de l'église, qui est situé au 199 chemin de la Traverse. Ensuite, à Saint-Barthélemy, ce sera le samedi 8 août de 10h à 11h à la salle communautaire qui est située au 1980 rue Bonin. Saint-Cuthbert, samedi 8 août aussi, mais de 15 à 16h à la salle communautaire Chevalier de Lormier, c'est situé au 1891 rue Principale. Et maintenant, Sainte-Élisabeth, samedi le 15 août de 10h à 11h au centre Prime-Vert, c'est situé au 2391 rue Principale. Pour ce qui est de Lanoret, c'est samedi le 15 août de 15h à 16h, c'est au pavillon Jean Bourdon, c'est situé au 12 rue Louis-Joseph Doucet. Pour ce qui est de la visitation de l'île du Pas, ce sera lundi le 7 septembre de 10h à 11h à la salle municipale qui est située au 113 rue de l'Église. Pour les gens de Berthierville, c'est le mardi 8 septembre de 18h30 à 19h30. Ça se passe à la bibliothèque de Berthierville qui, on rappelle, est située au 840 rue Giroux. Et pour Manville, ce sera le samedi 12 septembre de 10h à 11h à la salle municipale et c'est situé au 162A rue Desjardins. Et pour ce qui est des dates et lieux pour les municipalités de Saint-Cléophas de Brandon et Sainte-Geneviève-de-Berthier, eh bien, elles seront connues mardi le 11 août au matin. On reste en culture maintenant. Ma collègue Danielle Yvon s'est entretenue lundi avec le directeur général du Centre culturel des Jardins de Joliette, M. Jean-Sébastien Martin. Et dans la seconde partie de l'entrevue, on a diffusé la première partie un peu plus tôt cette semaine. Dans la seconde partie de l'entrevue, Jean-Sébastien Martin aborde notamment les rénovations à venir à la salle Roland-Brunel et les spectacles qui seront bientôt présentés. Comme des salles annexes qu'on pourrait parler. Un exemple comme à Notre-Dame-des-Prairies, des fois les artistes l'appellent la soucoupe volante, là, l'ancienne église. Est-ce que... C'est la première fois que je l'entends. Ah oui, ah ben mon Dieu, moi j'étais en spectacle, puis je l'ai entendu. Monsieur Cloutier, là, l'épine, comment il s'appelle? Cloutier. Ah, Émile Pau-Cloutier? C'est ça, exactement. Okay. Il a appelé ça la soucoupe volante quand je suis allée le voir en spectacle. Est-ce que ça aussi, ça repart? Est-ce que présentement, vous êtes en discussion pour des spectacles? Parce qu'il y a quand même une belle possibilité de distanciation dans cet espace-là aussi. Là. Oui, absolument. Bien, évidemment, le Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies est vraiment géré par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Nous, en fait, on l'utilise. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies nous permet là, d'aller diffuser quelques événements là. Présentement, en fait, on travaille plus en collaboration avec eux pour prévoir le moment où la salle Roland-Brunel va être fermée pour des rénovations. C'est ça, là. Parce que ça, c'est intéressant. Là. Ça met beaucoup de positifs dans l'équipe. Puis tout ça parce qu'on se dirige vers un projet majeur de rénovation pour la salle Roland-Brunel qui est d'une valeur de 9 millions. Donc, il est maintenu, c'est ça qu'on comprend. Exact. On travaille vraiment fort là, depuis quelques mois avec les professionnels pour dessiner les plans, etc. Et puis, on est en train de regarder aussi si on n'est pas en mesure de devancer un peu ce projet-là parce que si on n'est pas le chantier devait démarrer en avril prochain, en avril 21. Mais évidemment, avec la situation actuelle de la COVID, on se demande s'il n'y a pas une opportunité de devancer quelque peu ce chantier-là. Mais on regarde beaucoup avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, avec le Collège Esther-Blondin, avec la Ville de Joliette, les différentes façons pendant les 9 mois que vont durer la rénovation de la salle Roland-Brunel, de quelle façon le Centre culturel des Jardins peut demeurer actif pour diffuser des événements
dans la Nodière, demeurer en contact avec le public, faire des choses innovantes, travailler autrement. Donc, on avait déjà amorcé cette réflexion-là avant la COVID. Donc, la COVID est en train de nous donner un bon test pour travailler autrement, C'est ça. puis faire preuve de cette souplesse-là. Tu me parles de 9 mois de rénovation, donc mon ancienne salle, Roland Brunel, là, se ressemblera plus en principe après les 9 mois. Plus de bleu, quoi, c'est plus au niveau de la technique? Ben, en effet, la salle va subir à peu près dans tous ses raccoins une transformation. Au niveau de la couleur, il n'y aura pas de scoop qui vont être donnés ce matin. On n'est pas encore rendu à cette étape-là. Puis même si on l'était, je pense qu'on va faire durer le suspense de voir pour que les gens aient la surprise. Évidemment, le bleu de la salle Roland Brunel est quelque chose de distinctif dans les 20 dernières années. Oui, mais en effet, on travaille sur tous les aspects. Donc, autant au niveau de la technique, de nos capacités d'accueil pour les artistes, de toutes les installations pour la sécurité et l'efficience de nos équipes de travail, et évidemment pour l'accueil des spectateurs, leur confort, pour l'ambiance qu'il va avoir. Ce qui est conservé, par contre, c'est vraiment la volumétrie. Donc, il n'y a pas d'agrandissement ou quoi que ce soit. On travaille avec la même coquille, mais pas mal tout ce qui est à l'intérieur de la coquille va subir une transformation. Donc, en principe, la pandémie peut seulement l'avancer et peut-être là amener une meilleure réflexion aussi, comment je pourrais dire, avec des événements comme ça, comment on peut gérer maintenant, tant qu'à faire un changement, faisons-les pour qu'on soit plus agile, comme tu dis, dans les prochaines fois, là. Absolument. Donc, c'est certain que la réflexion sur les mesures sanitaires s'est invitée autour de la table avec les architectes parce que il faut maintenant, je pense, on ne pourra plus faire fi de ces aspects-là dans les grands lieux de rassemblement comme ceux-là. Donc, on le réfléchit. Ça s'est invité également là, dans la réflexion. Est-ce que c'est des architectes du coin ou c'est des architectes plus spécialisés en scénographie? On a la chance de travailler avec une équipe formidable qui s'appelle l'Atelier TAG, qui ont reçu tout dernièrement la médaille du gouverneur général en architecture pour le travail qu'ils ont fait à la salle de Saint-Jérôme, le théâtre Gilles Vigneault, qui est une salle magnifique. Ils étaient également, dans le fond, ils ont travaillé en partenariat avec une autre firme d'architectes sur la salle de Terrebonne, le TVT, donc il y a une vingtaine d'années lorsque cette salle-là a été faite. Donc oui, on a la chance d'avoir des gens qui ont une belle expertise au niveau des salles de spectacle, puis qui arrivent avec des idées vraiment intéressantes. J'imagine qu'il va y avoir un dévoilement éventuellement de cette nouvelle salle, qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. Il va sûrement... Vous voulez garder le suspense, là, mais on va sûrement avoir des nouvelles à ce niveau-là, parce qu'on parle d'un quand même investissement important, là. Absolument, absolument. Je pense qu'on est en train d'explorer. On fait plusieurs rencontres par semaine pour avancer le projet. On fait plusieurs rencontres par semaine pour avancer le projet. Mais oui, on devrait être en mesure là, de dévoiler certains aspects. Est-ce que la couleur va être dévoilée? Je ne sais pas. Non. On verra. Non, ben c'est quand même mythique, là. Quand les gens en parlent, tous les artistes, même souvent, ils font des remarques lors des spectacles du bleu de la salle. C'était quand même une caractéristique de cette fameuse salle qui date des années, on pourrait dire 1950, 60, que ça doit avoir été créé. 1930, la salle a célébré en 2019 ses 90 ans d'existence. Donc là, vraiment, on s'en va vers le centenaire. De cette salle-là. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on garde en tête dans les rénovations. Évidemment, c'est une salle où tout l'espace d'accueil foyer a été fait il y a seulement 20 ans. Donc, cet aspect-là n'a pas nécessairement d'aspect patrimonial qui est attaché, mais à l'intérieur, comme tel de la salle, il y a évidemment là, des signes de cette les escaliers en acadie-maçon en haut là, pour les loges et tout. Là, si je me souviens, c'était presque des casse-gueules. Je ne sais pas s'ils existent encore. Là, mais les colimaçons n'existent. La colimaçon n'existe plus, mais oui, donc il reste des signes, puis on va travailler avec ça. Donc, on n'a pas la prétention d'arriver avec une salle moderne et toute neuve. Donc, on veut conserver ce cachet-là, qui est quand même vraiment intéressant pour les gens qui visitent la salle Roland Brunel, qui a une belle acoustique, qui a, malgré que ce soit la plus grande jauge dans la Nodière, dans le fond, pour les salles intérieures,
il demeure un aspect d'intimité, je trouve, à cette salle-là. Autant dans les lieux de circulation, les lieux d'accueil. Puis ben, ça, je pense que c'est ce qu'on veut vraiment accentuer. Que les gens se sentent bien, que ce soit convivial, que ce soit accessible à tous, que ce soit vraiment que les gens s'y reconnaissent puis s'y sentent bien, parce que quand on va au spectacle, on y va pour passer une belle soirée. Donc, c'était d'accord en terminant. Bon, ben, reparlons des spectacles. Les billets sont en vente présentement. Comme tu expliqué tantôt, c'est des admissions générales. Donc, les gens, premier arrivé pour les places, premier servi, on pourrait dire, pour les places. Et c'est quoi les 4 artistes? Il y a 4 spectacles à venir, c'est bien ça? Exactement. Donc, en fait, c'est des cabarets d'humour. Donc, on y va en premier lieu. On commence le 14 avec Charles Beauchesne, qui est, moi, un des coups de cœur. Donc, il y a un balado qui s'appelle Les pires moments de l'histoire. Ceux qui suivent La soirée est encore jeune à Radio-Canada l'entendent également assez régulièrement. Donc, moi, je trouve que c'est un humour très intelligent qui a beaucoup de références historiques, culturelles. Donc, moi, c'est un de mes coups de cœur que j'ai hâte de faire partager. Il est encore méconnu, mais il nous arrive avec une thématique autour de Jack l'Éventreur. Donc, le 14 août, ça va être suivi de Nive. Nive, que ceux qui suivent l'humour ont pu voir beaucoup. Il est vraiment souvent en première partie de Louis-José Hood. Oui. C'est une des vedettes montantes là, de l'émergence en humour. Très bon, excellent, je peux le confirmer. Ah, ben voilà. Et puis, ensuite de ça, on a à la fin du mois Didier Lambert qui va être avec nous, un autre humoriste qui fait son chemin là, vraiment dans le milieu présentement. Et on termine avec Mélanie Couture, qui est également un autre coup de cœur de ma part. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un court numéro de elle. Elle m'a vraiment surprise. J'ai vraiment aimé ce ton-là. Ceux qui sont amateurs de Lise Dion, entre autres, je reconnais beaucoup là, de cet aspect-là. Donc, je pense qu'elle va avoir une très, très belle carrière. Donc, c'est des découvertes. Et puis, les tarifs sont hyper abordables. On parle de shows autour de 20 $. Puis, plus vous en achetez, plus il y a des rabais qui s'appliquent, pouvant aller jusqu'à 50 % de rabais. Donc, ceux qui s'ennuyaient des petites sorties culturelles, là, gâtez pas votre plaisir. Venez nous voir. Et puis, ça va nous faire plaisir de faire vivre une expérience parce que, comme on l'a dit, on sort au spectacle pour avoir du plaisir. Eh bien, on va vous faire vivre une expérience plaisante, mais très sécuritaire à la fois. Sécuritaire. Et peut-être découvrir aussi la salle Roland Brunel pour ceux qui l'ont jamais pu en profiter là, parce qu'il n'y avait pas de disponibilité. Avant qu'elle soit transformée. Avant qu'elle soit Exactement. Puis on invite aussi, dans le fond, les artistes professionnels de la région qui auraient des projets. On veut continuer à soutenir certaines démarches au courant de l'automne. On invite les organismes qui ont besoin de tenir des AGA ou des rencontres avec leur personnel. On est en mesure d'accueillir quand même au-delà de 200 personnes en respectant les normes de distanciation. Puis on a prévu des tarifs privilégiés pour toutes ces raisons-là, dans le fond, pour rendre vraiment la salle accessible à tout le monde dans notre communauté. Donc, l'appel est lancé et on s'attend quoi? Mettons, d'ici fin août, la programmation plus automnale, septembre, octobre, comme tu dis, avec du retour de spectacles, de théâtre, des choses comme ça? Exactement. Je m'en vais y travailler à l'instant. Mais oui, on prévoit dévoiler tout ça, en effet, d'ici la fin du mois. Évidemment, ça va être une programmation avec un peu moins de représentation qu'à l'habitude, mais on va essayer quand même d'en avoir pour tout le monde. Bon, mais d'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Puis, gênez-vous pas, rappelez-nous, vous avez d'autres annonces à faire. Hey, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Aujourd'hui, on peut se prendre en main, agir en pensant aux autres, à nos amis, à nos parents et les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a une chance de retrouver notre liberté en posant quelques petits gestes. On a tous le même adversaire et pour qu'on profite de notre liberté, on garde nos distances entre nous tout en restant proches. La force, c'est le nombre, c'est nous, ensemble. Plus que jamais, chaque petit geste compte. On est capable de se battre. Tous contre un, tous contre la COVID-19.
comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Jean-Marc Ferland, décédé au CHSLD Le Château de Berthierville le 22 avril dernier, à l'âge de 77 ans. Il était le fils de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Leduc. Il laisse dans le deuil sa sœur Suzanne feu André Martin, ainsi que ses neveux Louis Martin, Jean Martin et ses filles Frédéric et Raphaël, Philippe Martin et sa conjointe Marie-Hélène Robitaille, ainsi que leurs filles Alice et Sarah, laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Micheline Talbot, feu Robert Ferland, et leurs filles Caroline et Marie-Hélène Lavoie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. Et M. Ferland a été impliqué activement dans la communauté. Il a notamment été président de la fabrique de Berthierville, échevin à la mairie de Berthierville, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de la Naudière et a siégé sur le conseil d'administration des résidences communautaires Sacré-Cœur pendant plusieurs années. Il a également été impliqué dans plusieurs organisations politiques, tant au niveau provincial que fédéral. Et la famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Le Château pour ses bons soins. La famille vous accueillera le samedi 8 août, ce samedi, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h et suivront les funérailles à 14h. Et M. Ferland sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 juillet, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Christian Gagnon. Il était chauffeur d'autobus pour le groupe Gaudreau et le conjoint de Manon Dargis. Il demeurait à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Audrey et Éliane Dargis-Gagnon, ses petites filles Florence et Alice Blais-Gagnon, son père Réal Gagnon, feu Jacqueline Durand, sa belle-mère Denise Plouffe, feu Denis Dargis, de même que ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Daniel Gagnon et sa conjointe Joanne Dargis, Serge Gagnon, Bertrand Gagnon et sa conjointe José Labbé, Sylvie Dargis et son conjoint Denis Sureau, Reynald Dargis et sa conjointe Nathalie Vallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce dimanche, le dimanche 9 août, dès 13h, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une prière au salon à 15h. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de CTRB. Aujourd'hui, comme à son habitude, c'est Simina qui vous parle pour ce bulletin météo. Et pour commencer, en ce mercredi 5 août, en après-midi, ce sera généralement ensoleillé avec des passages nuageux, bien sûr. Il fera 24 degrés avec un ressenti de 29. Il y a des passages nuageux, il y a vraiment une vague de nuages qui s'en vient chez nous. Comme hier, vous avez pu remarquer qu'il y a eu beaucoup de nuages, il y a eu beaucoup de pluie, etc. Aujourd'hui, ça va être un peu plus atténué. Sur le courant de la soirée, ce sera des passages nuageux. Et en milieu de nuit, ce sera des passages nuageux. Il fera 20 degrés avec un ressenti de 21. Maintenant, pour le mercredi, lui, ce sera dégagé. Il fera 15 degrés avec un ressenti de 14. Ça va être un peu plus frisqué, alors habillez-vous quand même bien. Pour le jeudi matin, mais là, ça va mieux. Toutes les précipitations, ça va vraiment partir drastiquement. Et on va vraiment avoir un ensoleillement global. Il va faire 17 degrés avec un ressenti de 16 degrés. Maintenant, pour le jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Il fera 24 degrés avec un ressenti de 27. C'était pas mal ça pour vraiment les prévisions pour aujourd'hui et pour demain. Je vous ai déjà nommé pour mercredi après-midi. Je vais vous le renommer comme à son habitude demain. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.